Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale d'information sur le développement, une journée qui interpelle sur les problèmes de développement et sur la nécessité d'intensifier la coopération internationale. La communauté internationale célèbre également ce 24 octobre la journée de lutte contre la poliomyélite. Si ces 30 dernières années, l'incidence de la polio a été réduite, le travail d'éradication n'est pas encore terminé. Et puis, autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. La journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Cette journée offre l'occasion d'amplifier le programme commun et de réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies qui nous ont guidés au cours des 77 dernières années. Aucune autre organisation mondiale n'a la légitimité, le pouvoir de mobilisation et l'impact normatif de l'ONU. Aucune autre organisation mondiale ne donne l'espoir à autant de personnes. Pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, l'organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Aujourd'hui, il est crucial et urgent pour tous les pays de se rassembler afin de tenir la promesse faite à la naissance des Nations Unies de faire de la planète un monde meilleur. L'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment de la jeunesse, est un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes de développement. Et c'est tout le sens que revêt la Journée mondiale d'information sur le développement, célébrée ce 24 octobre pour intensifier la coopération internationale. Suivez cet élément pour plus de détails. L'information, un mot devenu aujourd'hui la clé du progrès et de la prospérité. Dans un contexte de mondialisation, les technologies de l'information et des communications TIC représentent un véritable potentiel pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pour le règlement des problèmes de développement, les TIC ouvrent des perspectives nouvelles. Elles peuvent favoriser entre autres la croissance économique, la compétitivité, l'accès à l'information et au savoir, l'élimination de la pauvreté et l'inclusion sociale. Des perspectives qui contribueront à accélérer l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, surtout les pays en voie de développement. Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l'accès aux technologies de l'information et des communications. La progression de l'accès à Internet touche désormais plus du quart de la population mondiale. Le nombre de propriétaires de téléphones s'est multiplié et plus de sites multilingues et de contenus sont désormais disponibles. Aussi, le rôle que peuvent jouer les technologies modernes de l'information telles que Internet et les téléphones mobiles est-il devenu indéniable pour alerter les gens et trouver des solutions aux problèmes du commerce et du développement. Cependant, la fracture numérique qui sépare surtout les pays en voie de développement est préoccupante. Cette fracture a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d'un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l'éducation. Il reste nécessaire de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les bienfaits des nouvelles technologies, surtout de l'information et des communications, s'offrent à tous. L'ONU appelle à l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment la jeunesse, pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale.
Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite en 2022 et au-delà, un avenir plus sain pour les mères et les enfants. C'est le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer aujourd'hui la journée de lutte contre la maladie. Une occasion pour mettre en lumière les efforts déployés à l'échelle mondiale afin de parvenir à un monde exempt de poliomyélite et de saluer l'engagement indéfectible des acteurs en première ligne dans la lutte pour l'éradication de cette maladie. Alexandra Djoton revient dans ce reportage sur ce mal qui paralyse encore de nombreux enfants chaque année. La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus, le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais elle peut être prévenue grâce à des vaccins. Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d'enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie. 3 pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit du Nigeria, du Pakistan et de l'Afghanistan. Le nombre de cas de polio a été réduit de 99% dans le monde. Cependant, tant que la polio ne sera pas complètement éradiquée, le risque de résurgence planera toujours sur les populations insuffisamment protégées en raison de l'absence de vaccination de routine nécessaire. En 2020, près de 70% des pays interrogés par l'OMS ont déclaré que les programmes de vaccination de routine, y compris contre la polio, avaient été perturbés par la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, environ 40% de ces pays ont encore signalé une perturbation de leur programme de vaccination. Cela inclut certains pays en développement où les niveaux de vaccination contre la polio et d'autres maladies infantiles étaient toujours précaires avant la pandémie. Autant de situations qui ne restent pas sans effet sur la maladie. Une augmentation du nombre de cas de polio paralytique est signalée dans plusieurs pays à travers le monde. Et je le disais en titre, autant que la nourriture, le sommeil est tout aussi vital pour l'homme. Le sommeil est un état naturel de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permettrait donc de récupérer d'une journée de travail, mais alors quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération après des efforts? Eman Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais, au top, pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures. Au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes
fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Hors du Bénin, dans la région de Kisangani, en République démocratique du Congo, des pêcheurs acrobates et intrépides risquent leur vie pour capturer quelques poissons dans le fleuve Congo, l'un des cours d'eau les plus puissants de la planète. Les Wagenia utilisent depuis des siècles une technique unique au monde. Ils ont construit un ingénieux dispositif d'échafaudage en bois assemblé par des lianes qu'ils manient avec beaucoup d'agilité. Il s'étire sur des milliers de kilomètres. Le fleuve Congo est un des cours d'eau les plus puissants de la planète, un des plus dangereux aussi. Dans la région de Kisangani, le fleuve devient particulièrement nerveux. C'est là que travaillent les Wagenia. Ces hommes attrapent des poissons à l'aide de nasses, comme celle-ci, fabriquées à la main. Il faut serrer fort ces lianes pour que ça soit solide. Tous les jours, c'est le même numéro d'équilibristes qui se joue. Une équipe se hisse à main nue sur ces échafaudages en bois pour attacher les pièges. Les autres les installent dans l'eau. On met la nasse contre le courant, parce que si le poisson entre, il n'y a plus moyen de sortir. Ici, le fleuve bouillonne, le débit de l'eau est à son maximum. Les pêcheurs font les derniers réglages à l'intérieur des pièges, au-dessus des rapides. Il faut alors être très prudent. Le moindre faux pas peut coûter la vie. Oui, on peut tomber et se retrouver coincé dans la nasse. Et une fois que vous entrez là-bas, s'il n'y avait pas d'intervention, les pêcheurs pour soulever la nasse, vous êtes mort. Une fois installés, les nasses restent comme ça plusieurs heures, ballottées par les flots. Les Wagenia grimpent un peu plus haut et attendent, tels des funambules. Ici, nous ne connaissons que la pêche. C'est notre moyen de subsistance. On ne cultive rien ici. La pêche, c'est le savoir-faire que nos ancêtres nous ont transmis. C'est tout ce qu'on sait faire. Plusieurs heures plus tard, c'est la collecte. Cette nasse est restée dans l'eau toute la journée. Tirez très fort pour la sortir de l'eau. Aujourd'hui, la pêche n'est pas très bonne. Le niveau de l'eau est trop élevé. C'est la déception. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros poissons. Il n'y a que du fretin, que des petits poissons. Certains jours, en revanche, les prises peuvent être impressionnantes. Des poissons de plusieurs kilos. Celui-ci mesure plus d'1 mètre. Juste à côté, sur les rives, vivent 10 000 personnes. Leur mode de vie n'a pas beaucoup changé depuis que leurs aïeux se sont installés ici, au 19e siècle. Pour le déjeuner, le poisson est préparé simplement, cuit à l'eau avec un peu de sel et accompagné de manioc. Ici, chez nous, il n'y a pas d'autre métier, rien que la pêche. On fait scolariser les enfants avec la pêche, on fait mariage avec la pêche, on fait tout avec la pêche. Les Wagenia ont réussi à dompter le fleuve Congo. Ils ont noué avec lui un lien unique. Les pêcheurs ont appris au fil des siècles à respecter cette rivière majestueuse qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.